Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. CMENABE, la criminalité féminine. Monsieur Tessier, les procédures de la criminalité organisée devant la Cour de cassation. NNOTTOJAFFEUX, le conflit d'intérêts chez les avocats. À Germont, le rôle d'initiative des administrations dans l'action publique. OLECUCQ dire, État, collectivités territoriales et droits sociaux. À Amalfitano, la responsabilité pénale des personnes morales en Europe. NLORI, la saisie pénale des biens incorporels. Monsieur Perrin, le statut pénal de l'animal. ATATARINOFF, génocide et crimes de masse, 1933-1946. P. Rousseau, autonomie personnelle et droit pénal. AAZARETE, E. Guerrero et TH. Moreto dire, fait et droit public. A. Ben Gadi, la libération conditionnelle comme outil de gestion du risque. Acte du colloque. Acte du colloque. Coopération judiciaire internationale en matière pénale. France, Brésil, Suriname. Organisé avec le soutien de la collectivité territoriale de Guyane, l'Université de Guyane, l'Agence universitaire de la francophonie, le GIP Mission Droit et Justice, la préfecture de Guyane et le Fonds de coopération régionale, l'Institut de sciences criminelles et de la justice, Université de Bordeaux, le ministère public fédéral du Brésil et le ministère public de l'État de l'Amapá, Brésil. Les organisateurs du colloque remercient toutes les personnes et les instances ayant contribué au bon déroulement de l'événement et à la publication de ces actes. Acte publié avec le soutien du GIP Mission Droit et Justice et de la collectivité territoriale de Guyane. Principales abréviations. Avant-propos. Historiquement territoire pénitentiaire de la République, la Guyane est à ce jour un carrefour de culture, de migration, de population, de langue. Terre d'échange, elle subit également de plein fouet les conséquences de sa position frontalière. Frontière avec l'étranger, frontière entre l'Amérique du Sud d'une part et l'Union européenne et l'espace Schengen d'autre part, frontière entre l'Hexagone et l'Outre-mer. L'essor des activités criminelles et délinquantes, faisant fi, voire tirant profit de ce caractère frontalier, est le pendant inévitable de ces flux de population et de biens. Pour y faire face, l'un des principaux mécanismes développés par les États concernés repose sur la coopération internationale en matière pénale. La coopération pénale internationale s'entend de l'activité déployée par les États afin de mettre à disposition d'autres États leurs propres institutions pénales, judiciaires et policières, dans l'intérêt de l'administration de la justice de ces derniers et afin de faciliter la répression pénale. Cette coopération est qualifiée de majeure lorsqu'il s'agit de l'extradition et de mineure pour toutes les autres formes d'entraide, telles que les commissions rogatoires internationales. Des travaux existent sur ce sujet, et les praticiens du droit sont quotidiennement confrontés aux défis lancés par le caractère transfrontalier de la criminalité sur le plateau des Guyanes. L'idée du colloque surgit donc dans ce contexte particulier, alliant la nécessité d'une réflexion théorique et d'échange sur la pratique des acteurs du droit dans ce domaine. Le choix des organisateurs s'est porté en premier lieu sur la coopération entre les systèmes judiciaires de ces États, cadre préalable et nécessaire à toute éventuelle coopération policière interétatique. Cette question présente un intérêt tout particulier dans ce territoire qu'est la Guyane, en raison de l'existence d'une frontière terrestre avec deux États non membres de l'Union européenne, le Brésil et le Suriname. Il s'agit d'un cadre spécifique et unique. Nos réflexions se sont construites autour de trois axes principaux. L'approche théorique de la coopération judiciaire internationale en matière pénale d'une part, première partie, une vision plus pratique de ces mécanismes dans le contexte du plateau des Guyanes d'autre part, deuxième partie,
Et enfin la question de la place des droits des personnes concernées par ces procédures de coopération, troisième partie. En voici le fruit. Première partie, la coopération judiciaire internationale en matière pénale, approche théorique. Coopération S, pénale S, internationale S, diversité ou unité? Thomas Errand. La complexité de l'entraide pénale internationale n'est plus à démontrer. Nombreux sont les auteurs qui ont dénoncé cet état en usant de qualificatifs plus ou moins imagés. Un incroyable enchevêtrement, une mosaïque opaque et complexe, une mosaïque nébuleuse, ou encore une mosaïque un peu anarchique, un patchwork, un manteau d'arlequin à l'aspect multiforme ou un labyrinthe de dédales. La raison d'être de cet imbroglio serait notamment la pluralité de la coopération pénale. Pourtant, l'idée de la multiplicité pourrait bien céder face à celle d'une certaine unité de l'entraide pénale. La coopération pénale internationale peut se définir comme l'ensemble des relations établies entre les autorités répressives de deux ou plusieurs États, qu'il s'agisse des autorités judiciaires ou des forces de police, en vue de s'apporter une aide mutuelle dans l'exercice de leurs fonctions respectives, à des fins de prévention et de répression des infractions. Elle englobe deux réalités. D'une part, l'entraide policière internationale qui désigne l'ensemble des relations établies entre les forces de police nationales, police, gendarmerie, douane, de deux ou plusieurs États afin de se procurer une aide mutuelle dans l'exercice de leurs fonctions. D'autre part, l'entraide judiciaire désignant l'ensemble des relations entre les autorités judiciaires dans le but d'accomplir sur leur territoire respectif des actes nécessaires pour une procédure pénale ouverte dans leurs États, que ce soit au stade de l'enquête et de l'instruction, des poursuites, du jugement ou encore de l'exécution de la peine. Cette coopération, quelle que soit sa forme, est essentielle car elle est la sanction nécessaire des règles de la compétence internationale. La singularité de la coopération pénale tient à sa nature hybride, résultant de ses dimensions politiques d'un côté et procédurales de l'autre. Les mesures d'entraide pénale constituent à la fois un acte de souveraineté et un acte de juridiction. Cette ambivalence s'observe à plusieurs niveaux. Par exemple, l'extradition, après avis du juge pénal, est accordée par décret par le pouvoir politique. Également, le mode de transmission des demandes d'entraide est par principe la voie diplomatique. Sur le plan juridique, l'hybridité de la coopération pénale s'explique par le fait qu'elle se situe au confluent du droit international et de la procédure pénale. Par conséquent, elle emprunte à ces deux matières et on va ainsi retrouver les mêmes principes fondateurs que dans ces dernières. Aujourd'hui, la coopération pénale repose sur un double fondement. Le premier fondement, tout à fait traditionnel et mis en exergue par l'arrêt Lotus du 19 juin 1927, est la souveraineté nationale. À cette occasion, la Cour permanente de justice internationale affirme que le droit international n'empêche pas les États d'étendre leurs lois et leurs juridictions à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, il leur laisse, à cet égard, une large liberté qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives. Toutefois, elle précise au préalable que la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'État est celle d'exclure, sauf l'existence d'une règle permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre État. Dans ce sens, la juridiction est certainement territoriale. Elle ne pourrait être exercée hors du territoire, sinon en vertu d'une règle permissive découlant du droit international coutumier ou d'une convention. Elle opère de la sorte une distinction entre la territorialité matérielle et la territorialité formelle. La première, qui concerne le pouvoir de dire le droit, est relative et autorise l'édiction de lois dont l'application s'étend au-delà du territoire national, compétence normative. La seconde, qui concerne la mise en œuvre de la règle de droit, reste impérative, compétence d'exécution. En résumé, on peut reprendre l'idée de Cécile Castella selon laquelle le pouvoir d'exécuter le droit de l'État s'arrête donc aux frontières de son territoire alors que le pouvoir de dire le droit peut concerner des faits sans rapport avec le territoire. La compétence des autorités répressives étant cantonnée au seul territoire national, la coopération s'est développée en tant que palliatif. Alors, l'entraide est l'expression de la souveraineté respective des États. Le second fondement, plus contemporain et encore émergent, est la protection des droits fondamentaux. Il se déduit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
qui a dégagé une obligation positive procédurale de coopérer efficacement à la charge des États dans son arrêt Rantsev contre Chypre et Russie du 7 janvier 2010, confirmé récemment dans l'arrêt Guzlurtlu et autres contre Chypre et Turquie du 4 avril 2017. Cette obligation, dégagée à partir de l'obligation de mener une enquête sérieuse, effective et approfondie, implique d'une part que les États sont tenus de demander le concours des autorités répressives d'un autre État lorsque l'affaire comporte un élément d'extranéité et que les investigations impliquent la commission d'actes à l'étranger ou la remise de personnes et qu'elles impliquent, par exemple, l'obtention de preuves situées à l'étranger. D'autre part que l'État saisi d'une demande d'entraide fournisse à État requérant son assistance, sa compétence et ses moyens. Contribuant à l'effectivité de la répression pénale en assurant sa certitude, la coopération est essentielle à différents stades de la procédure. Elle s'est donc considérablement développée dans le but de lutter toujours plus efficacement contre l'impunité. Les nombreuses évolutions qu'elle a connues font d'elle un ensemble hétérogène, à tel point que chaque relation de coopération semble unique et différente des autres, comme taillée sur mesure. Il en résulte une grande diversité, souvent dénoncée par la doctrine. Cette grande disparité est imputable à plusieurs facteurs. Premièrement, elle tient à la diversité de l'objet de la coopération pénale. En effet, celle-ci peut prendre des formes extrêmement variées, les actes pouvant être accomplis dans ce cadre sont nombreux. Sans prétendre à l'exhaustivité, un inventaire à la Prévert permet de percevoir cette pluralité. Au titre de l'entraide policière, et si l'on s'en tient aux seules mesures relatives à la matière pénale, on dénombre l'échange de données, directement entre les forces de police ou par l'intermédiaire de bases de données, les analyses criminelles, stratégiques ou opérationnelles, la formation interpolicière, l'observation et la poursuite transfrontalière, les équipes communes d'enquête ou encore les techniques spéciales des enquêtes, les surveillances transfrontalières de marchandises ou de personnes et les infiltrations transfrontalières. Au titre de l'entraide judiciaire, il y a d'un côté l'entraide majeure qui rassemble les procédures de remise de personnes en vue de leur jugement ou de l'exécution d'une peine, l'extradition et le mandat d'arrêt européen. Il y a d'un autre côté l'entraide mineure qui désigne toutes les autres formes d'entraide judiciaire relatives aux poursuites, la dénonciation à des fins de poursuite ou encore la transmission de poursuites, à l'enquête et l'instruction, les demandes d'entraide judiciaire dont objet peut être la recherche et la transmission d'éléments de preuve, les auditions et interrogatoires, la notification de charges, la saisie et la confiscation, et tous ces équivalents européens tels que la décision d'enquête européenne ou encore la décision de gel des biens, au jugement ou encore à l'exécution des peines, la transmission de l'exécution ou encore le transfèrement de personnes condamnées. Deuxièmement, cette disparité est imputable à un facteur géographique. En effet, la coopération pénale s'organise à plusieurs échelles, de telle sorte que se superposent plusieurs espaces de coopération, régis par des textes spécifiques et dotés de leurs propres mécanismes. Il y a tout d'abord un espace mondial, au sein duquel s'organise l'entraide entre États géographiquement éloignés, essentiellement organisés par des conventions bilatérales. Il y a ensuite les espaces régionaux qui se construisent dans chaque région du monde. Afrique, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord et bien sûr en Europe. En Europe, plusieurs espaces peuvent être identifiés. L'espace de la Grande Europe, celui du Conseil de l'Europe, régi par des conventions multilatérales, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel s'appliquent les instruments de l'Union européenne, et enfin l'espace Schengen, gouverné par les accords de Schengen. Enfin, s'ajoutent les espaces frontaliers, qui correspondent aux zones frontalières dans lesquelles une coopération de proximité est organisée. Alors, la coopération est régie par les conventions bilatérales entre les États limitrophes. Cette stratification, source de diversité et de complexité, est à l'origine du troisième facteur. Troisièmement, la disparité s'explique également d'un point de vue institutionnel car les acteurs de la coopération pénale sont de plus en plus nombreux. Si on laisse de côté les autorités répressives nationales, les forces de police et les magistrats, qui en sont les destinataires, les bénéficiaires, il y a de nombreux acteurs qui contribuent à la facilitation ou l'amélioration de l'entraide. Certains d'entre eux sont nationaux, voire binationaux ou multinationaux, d'autres sont supranationaux. Parmi les premiers, il y a les agents de liaison. Ce sont des fonctionnaires de police,
officiers de liaison ou attachés de sécurité intérieure dans les ambassades, ou des magistrats d'un État, détachés auprès d'un autre État ou d'une organisation internationale, dans le but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les États. Ils assurent l'échange d'informations et renseignent les autorités de l'État hôte sur le système juridique de l'État qu'ils représentent. Également, au niveau national, il existe des instances dont le but est de rationaliser et faciliter la coopération. En France, ont été créés des services dont le rôle est de constituer une autorité centrale et une interface unique des autorités répressives. La section centrale de coopération opérationnelle de police a été inaugurée en 2000, dans un souci de cohérence et de rationalisation, pour réunir dans un seul et même endroit les différents canaux d'information d'entraide policière. Les enquêteurs n'ont pas à se préoccuper du choix du canal le plus pertinent, Interpol, Europol ou Schengen, qui sera effectué par le personnel de la section au regard de la demande. Le Bureau de l'entraide pénale internationale, service intégré au sein de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, joue le rôle d'autorité centrale et assure la gestion des demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités françaises et étrangères. La coopération frontalière repose quant à elle sur des organes spécifiques binationaux, voire multinationaux, que sont les centres de coopération policière et douanière. Il s'agit d'entités, placées en zone frontalière et composées dans la plupart des cas de policiers des deux États limitrophes, en charge de collecter et d'analyser des informations relatives aux affaires transfrontalières et de coordonner les autorités compétentes dans la zone. Ils offrent un appui opérationnel aux services policiers nationaux afin qu'ils puissent agir conjointement lors de poursuites ou de surveillance transfrontalière. À côté de ces instances nationales spécialisées, il existe des organes de coopération supranationaux. Particulièrement nombreux en matière policière, on en trouve quelques-uns spécialisés dans l'entraide judiciaire. L'un des plus connus et des plus anciens est l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, créée en 1923. Son objectif est d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle. Elle a également pour but d'établir et développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun. Les autres principaux organes se sont développés en Europe, et plus précisément au sein de l'Union européenne. On trouve tout d'abord l'Agence européenne pour la coopération des services répressifs qui est une agence européenne, créée par une convention de 1995, sous la dénomination Office européen de police. Europol appuie et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que dans la lutte contre ceux-ci. Il existe ensuite son pendant judiciaire, l'Office européen de justice, institué par une décision du 28 février 2002. Cette agence européenne a pour objectif de promouvoir et améliorer la coordination entre les autorités répressives concernant les enquêtes et les poursuites, d'améliorer la coopération entre ces autorités et de les soutenir pour renforcer l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites. Aux côtés de ces organes généralistes, il existe des agences dotées d'une compétence plus spécifique, l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs spécialisés dans la formation des hauts fonctionnaires de police, l'Office de lutte antifraude chargé de lutter contre les fraudes aux intérêts financiers de l'Union européenne et l'Agence de l'Union européenne des gardes-frontières et de garde-côtes, Frontex, dont la fonction est d'assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures. Quatrièmement, la disparité de l'entraide peut être attribuée à la diversification du domaine de la coopération puisqu'elle peut être mise en œuvre pour toute situation pénale comportant un élément d'extranéité et qui exige, pour les besoins de la procédure, l'accomplissement d'actes à l'étranger ou d'éléments à la disposition d'autorités pénales étrangères. Une certaine spécialisation de la coopération dans certains domaines est parfois mise en évidence. Terrorisme, trafic des êtres humains, trafic de stupéfiants, cybercriminalité. Compte tenu de ces nombreux facteurs de variation de la coopération pénale, la réponse à la question soulevée semble de prime abord s'imposer avec force de l'évidence. Fatalement,
la coopération pénale apparaît comme un phénomène pluriel, au point même qu'il existerait autant de coopérations pénales internationales que de relations d'entraide. Chaque texte donnerait naissance à une coopération spécifique, unique. Chaque cadre dans lequel elle s'exerce serait animé de sa propre logique. Chaque relation interpersonnelle entre les acteurs rendrait chaque acte d'entraide singulier. En somme, la diversité est totale. Toutefois, cette diversité apparente doit largement être relativisée car si on peut effectivement avoir une impression de foisonnement, l'étude globale et comparée de ces coopérations révèle, si ce n'est l'existence, du moins l'émergence d'une unité. Plus qu'une différence de nature, les coopérations présenteraient davantage une différence d'intensité. L'unité découle d'un double phénomène. Le premier, perceptible d'un point de vue synchronique, est l'existence de grands modèles de coopération qui transcendent cette diversité. Ainsi, la diversité se trouve ab initio réduite. Le second, observable sur un plan diachronique, est le rapprochement de ces grands modèles de coopération œuvrant ainsi à l'unification de l'entraide pénale internationale. L'existence de modèles de coopération. L'idée reçue de la diversité de la coopération pénale peut être battue en brèche, ou du moins relativisée, par la mise en évidence de quelques modèles de coopération de nature différente, faibles en nombre, qui contribuent à ménager une certaine unité de la coopération. En effet, on peut identifier d'un côté un modèle de coopération internationale ou mondiale, et de l'autre, deux modèles de coopération régionale. Le modèle de coopération internationale. Le modèle de coopération internationale est celui que l'on retrouve à l'échelle du monde et concerne les relations établies entre deux ou plusieurs États non frontaliers. En dépit du très grand nombre de textes qui régissent cette coopération, qu'il s'agisse des conventions bilatérales ou multilatérales, il est possible d'identifier un modèle unique en raison de la complémentarité entre les conventions multilatérales et bilatérales d'une part, et de la standardisation conventionnelle d'autre part. 1. La complémentarité entre les conventions multilatérales et bilatérales. Tout d'abord, la complémentarité entre les conventions multilatérales et bilatérales favorise l'unicité du modèle international de coopération. En effet, la plupart des conventions multilatérales sont des conventions sectorielles, plus ou moins bonnes à tout faire, dont l'objet est de régir toutes les questions relatives à la répression d'un type particulier de criminalité. Tel est le cas par exemple de la Convention relative à la répression du faux-monnayage de 1929, de la Convention onusienne contre la criminalité transnationale organisée de 2000, ou encore de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003. Ces accords, comme bien d'autres, contiennent des dispositions qui harmonisent les droits substantiels et procéduraux des États signataires et prévoient des mécanismes d'entraide policière ou judiciaire. Si ces conventions comportent systématiquement des règles portant sur l'entraide pénale, celles-ci demeurent très générales et se contentent de stipuler l'obligation à la charge des États de se doter de mécanismes de coopération. En aucun cas elles ne prévoient de règles précises détaillant le régime applicable aux mesures concernées. Leur mise en œuvre suppose alors l'application du droit national ou l'adoption de conventions d'application, soit multilatérales adoptées à l'échelle régionale, soit bilatérales. Les conventions bilatérales conclues entre les États non limitrophes ont notamment pour ambition de concrétiser les objectifs fixés dans les conventions sectorielles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.